Est-ce que vous voyez bien la première page? C'est bon? Ok, Parfaitement. donc je vais vous parler pendant cette demi-heure de plusieurs activités pédagogiques que j'ai mises en place et que j'ai commencé à tester pour certaines avec mes élèves. Euh, donc c'est évidemment autour de la mission Mars 2020, mais ça peut aussi être décliné autour de la mission Insight pour la dernière activité. Alors je me suis pas présenté, je suis enseignant en fait au lycée Saint-Paul à Vannes. Je suis également membre du CLEA, le comité de liaison enseignants et astronomes que connaissent certaines personnes, j'en suis sûr, parmi les enseignants qui sont ici. Alors, la première activité dont je vais vous parler concerne l'alimentation électrique de Persévérance. On en parlait juste avant avec la question de Jean Didier. Donc, Persévérance est alimentée en fait par ce qu'on appelle un RTG, donc un générateur thermoélectrique à radioisotope, une sorte de pile nucléaire qui est située à l'arrière du robot. Et en fait, cette pile nucléaire, c'est, je dirais, un peu le système d'alimentation des robots, des sondes, dès que les panneaux solaires ne seront pas suffisants pour alimenter la sonde. Ce genre de RTG, on en retrouve par exemple sur Cassini. Il y en a également un sur la sonde New Horizons. Et voilà, pour Curiosity, également un RTG à utiliser. Alors ce RTG, ce générateur thermoélectrique à radioisotope, utilise des pastilles d'oxyde de plutonium 238, dont vous avez une photo ici, qui rayonnent du fait de la désintégration de ces éléments radioactifs. Et les petites pales que vous voyez, en fait, ça fait office de radiateur pour évacuer l'énergie thermique qui est en trop, en fait, pour éviter que le RTG surchauffe. Alors voilà l'activité que je propose pour la classe de terminale de spécialité physique-chimie en particulier, puisque à l'heure actuelle, au niveau des notions dans le bulletin officiel, c'est plutôt à ce niveau-là que vont se situer les notions. Alors, les informations que je propose à mes élèves sont les suivantes. Persévérance dispose d'un RTG qui contient 4,8 kg de plutonium 238. L'activité radioactive est de 633,2 gigabecquerels par gramme. Le temps de demi-vie du plutonium 238 est de 87,75 ans. Et on sait également que lors de sa désintégration, le plutonium émet des particules alpha avec l'énergie cinétique indiquée ici. Alors que va-t-il se passer dans le générateur? Les particules alpha vont être freinées dans le matériau et vont dégager de l'énergie thermique avec un rendement de 69%. Puis cette énergie thermique va être convertie en énergie électrique par le processus, enfin par les mécanismes qu'il y a à l'intérieur du RTG. Et donc, je pose la question aux élèves d'écrire d'une part la réaction de désintégration du plutonium 238, puis de calculer la puissance électrique produite par le RTG de Persévérance, en faisant les petits calculs là, de pourcentage. Et enfin, de vérifier une indication des ingénieurs de la NASA qui affirme qu'au sol 4702, le RTG fournira encore 54 watts. Voilà, donc il s'agit en fait à cette question 3 de déterminer quel est je dirais la diminution en fait de l'activité au cours du temps. Donc là, c'est une notion qui est réapparue dans les programmes où il y a la relation en exponentielle décroissante, hein, la décroissance exponentielle de l'activité du, euh, du plutonium. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut parler d'équations différentielles avec nos élèves à ce niveau-là. Avec ces informations, voilà, on peut retrouver ce que donnent les ingénieurs. Alors bien entendu, on peut simplifier cette activité pour la rendre accessible à d'autres niveaux, puisque si on leur donne d'autres informations, ensuite il y a uniquement des calculs, passer de grammes, kilogrammes, des multiplications, giga, méga, voilà, ça fait travailler également les puissances de 10. Ensuite, une activité sur le rôle du bouclier thermique de Persévérance. Alors, cette activité, je vais la tester jeudi, en fait. Je l'ai incluse dans une activité sur laquelle j'ai été inspecté la semaine dernière. Donc là, beaucoup de choses s'enchaînent en ce moment avec l'arrivée prochaine de Persévérance. Et en fait, cette activité, voilà, je l'avais incluse dans la séance, enfin, en tout cas dans la séquence où j'étais inspecté. Alors, je vais vous parler un peu du bouclier thermique. Donc, dans la vidéo qui a été présentée juste avant lors de l'atterrissage de l'atterrissage de Persévérance, on voit qu'à un moment, le véhicule de rentrée s'échauffe et devient rougeoyant. Cela est dû aux forces de frottement du véhicule de rentrée avec l'atmosphère.
Donc, c'est le bouclier avant qui est situé ici tout en bas lors de l'assemblage du robot qui va monter en température. Ce bouclier thermique protège en fait le rover Perseverance qui est ici. Vous voyez ici un petit capot noir en fait qui contient Ingenuity, le petit drone, là, l'hélicoptère. Vous avez le bouclier arrière et enfin l'étage de croisière qui se séparera juste avant l'atterrissage. Alors ici, cette photo vous donne l'échelle du bouclier thermique. On voit que le véhicule de la mission Mars 2020 est imposant. Et voilà les informations que je donne à mes élèves. Donc, comme indiqué dans les vidéos qu'on peut voir sur Internet, et puis dans les informations qu'on trouve également dans les brochures de la NASA, le véhicule de rentrée arrivera dans l'atmosphère à la vitesse de 20 000 km/h et il va freiner sur les couches de l'atmosphère pendant environ 200 secondes jusqu'à atteindre une vitesse de 1600 km/h. Lors de cette phase de freinage intense, la température du bouclier atteindra 1300 degrés, mais l'intérieur du véhicule restera à environ 10 degrés. Et ensuite, le parachute se déploiera pour continuer de ralentir le véhicule de rentrée. La question qui est posée aux élèves est de vérifier que le bouclier thermique permet de maintenir l'intérieur du véhicule de rentrée à une température de l'ordre de 10 degrés. Alors, plusieurs informations supplémentaires sont fournies aux élèves, notamment la masse totale du véhicule de rentrée et les caractéristiques du bouclier thermique, surface de 20 mètres carrés, son épaisseur, la composition du pica et enfin sa conductivité thermique. Alors, cette activité, en fait, elle est à destination des élèves de terminale, une nouvelle fois, spécialité physique-chimie, puisque on a également d'autres informations, en fait, qui sont au niveau de leur programme, notamment le théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Le travail des forces, qu'on voit également en première, enfin, qu'on aborde en tout cas en première. Et une information importante, c'est que le transfert thermique à travers la paroi du bouclier est seulement de 0,010% fois la valeur absolue de la variation de l'énergie cinétique du véhicule lors du trajet dans l'atmosphère pendant ce fameux freinage atmosphérique. Alors, je parlais du programme de terminale parce que c'est justement lors de cette classe de terminale spécialité physique-chimie qu'on voit le transfert thermique, la résistance thermique, le flux thermique. Léna, C'est ces informations qui ça, sont tu fais ça essentielles. en terminale. C'est ces informations qui sont Spécifique. essentielles pour travailler voilà, sur ce sujet et pour répondre à ces questions. Et alors, lorsqu'on mène les calculs, on arrive à une température à l'intérieur du véhicule de rentrée de l'ordre de 12 degrés, donc on est très proche des 10 degrés qui sont annoncés. Voilà pour le bouclier thermique. Ensuite, j'aborde une activité que je mène, qu'on va mener là bientôt en projet avec mes élèves de spécialité numérique et sciences informatiques, donc de NSI. Alors, en fait, je me suis amusé à décliner un petit jeu qu'on peut trouver sur Internet. Alors, c'est programmé en Python, hein, ici. C'est du Python qu'on apprend aux élèves. Et donc, avec ce langage, j'ai adapté un jeu où il fallait poser un petit robot sur la Lune. Et donc là, j'ai remplacé voilà, le fond d'écran par un fond d'écran du cratère Gale. Dès qu'on aura des photos de la zone du cratère G0, on pourra également remplacer le fond d'écran. Et l'idée est de piloter le Skycrane pour faire se déposer tranquillement le robot Perseverance. Alors pour gagner, il faut réussir à atterrir dans la zone d'atterrissage avec une vitesse verticale inférieure à 15. Alors j'ai mis 15 système international, hein, je n'ai pas encore vérifié tout ça, c'est encore en cours disons, de finalisation. Voilà, et alors je vais vous montrer des petites vidéos. Alors là, c'est la vidéo où tout ne se passe pas bien, c'est-à-dire on n'arrive pas à freiner suffisamment le robot. Et en tout cas, bon, là, on a carrément raté la zone d'atterrissage qui est indiquée par le petit rectangle rouge. Voilà. Vous voyez qu'il y a des débris également qui apparaissent. Et dans la deuxième situation, ce qui va se passer, on croise les doigts, le 18 février prochain. Donc voilà, on active. Alors en fait, c'est juste avec un clic sur une touche du pavé numérique, on active les rétrofusées. Donc il y a une rétrofusée centrale et des rétrofusées latérales. Et l'idée est de s'amuser à voilà, faire en sorte que le robot arrive parfaitement au bon endroit. Alors, vous pouvez voir ici une partie du code. Donc, c'est du code Python, comme je le disais. On utilise l'interface TechInter, la librairie TechInter pour pouvoir avoir cette interface graphique. Et les notions qui sont abordées, là, je n'ai pas voulu m'étendre trop.
c'est de la programmation orientée objet qui est abordée dans les structures de données, en fait, dans l'une des thématiques du programme de NSI, avec la notion de classe. Donc ici, il y a plusieurs classes. On crée la classe jeu, la classe rover et skycrane, la classe rétrofusée, la classe débris, la classe sol. Sol, c'est le rectangle rouge. Les différents attributs de ces classes, les différentes méthodes utilisées. Puis après, on génère des objets, Persévérance, qui utilisent la classe rover plus skycrane, les rétrofusées, etc., etc. Alors, il me reste encore à construire sur cette activité comment décliner cela sous forme éventuellement de questions, ou alors sous forme de projets à compléter, ou alors demander carrément aux élèves de construire l'intégralité du jeu par eux-mêmes. Alors, ça dépend du niveau des élèves, ça dépend du temps qu'on a devant nous. Voilà, mais bon, après, je peux très bien mettre le code sur le site de mars 2020 éducation, et puis aux enseignants de l'utiliser pour l'adapter avec leur classe. Et enfin, je voulais vous parler d'un petit jeu en fait qu'a développé la NASA qui consiste à concevoir une mission martienne. Alors ce jeu, je l'ai déjà testé en fait en 2018 lors de l'atterrissage de InSight, et je l'ai retesté ce matin avec la classe de première que j'ai en enseignement scientifique. Ça a vraiment très bien marché. C'était l'occasion en fait d'aborder l'atterrissage de Persévérance. Euh, le jeu consiste en fait à utiliser donc c'est un petit jeu de 42 cartes, 42 ou un peu plus, en tout cas une quarantaine de cartes, qui sont déclinées en différents thèmes. La propulsion, en tout cas, enfin le lanceur, je dirais plutôt, le lanceur, la partie énergétique, la partie instruments scientifiques, il y a également la partie tout ce qui est ordinateur, mécanique, véhicule, enfin le transport, le déplacement, voilà. Et donc les élèves doivent choisir parmi ces différentes cartes, celles qu'ils vont utiliser pour concevoir leur mission. Alors, ils ont un budget de 400 millions de dollars. Donc, on leur dit, vous faites partie de l'agence spatiale de votre collège ou de votre lycée. On vous donne une enveloppe de 400 millions de dollars. À vous de l'utiliser correctement pour pouvoir arriver à répondre à votre objectif. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'une part de déterminer quels instruments on va devoir utiliser pour répondre à une problématique. Donc, la séance, je l'aborde de la façon suivante. Je leur montre une vidéo, par exemple, autour de l'atterrissage de Persévérance, et je leur demande quelles sont les questions qu'on peut se poser à propos de Mars. Donc, assez rapidement, ils me parlent de la présence de vie sur Mars. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Est-ce que la vie est apparue un jour sur Mars? Est-ce que Mars est habitable? Est-ce qu'elle pourrait être habitée? Enfin, voilà, ce genre de questions. Et donc, ensuite, je leur distribue le jeu de cartes, et à eux déjà d'identifier les instruments qui seraient pertinents pour pouvoir répondre à cette problématique. Et puis, ils doivent également choisir un lanceur qui leur permettra de supporter la masse nécessaire, puisque vous voyez que sur les cartes, il y a des informations de coût, de masse, de consommation électrique et de retour scientifique. Également une description de l'instrument, les avantages, les inconvénients. Les cartes sont en anglais, donc ça fait travailler également une langue étrangère. Il y a des petits calculs à faire, hein. Je vais vous montrer voilà, sur la diapo suivante. On voit que dans ce tableau, on indique au niveau de la case budget, donc les fameux 400 millions de dollars. Et puis, chaque fois qu'on utilise une carte, comme par exemple la fusée Medium Lift Rocket A, là, on va indiquer qu'on a utilisé 100 millions de dollars, donc il nous en reste 300 millions. Donc, ça fait des petites soustractions. Les élèves souvent font de tête les calculs d'abord pour pouvoir estimer si leur mission part dans le bon sens, dans la bonne direction. Et puis également la masse, hein, la masse disponible avec la fusée. Et power, c'est par rapport à l'énergie qui va être fournie par les différents systèmes, panneaux solaires ou RTG qu'on va mettre sur le robot. Et Science Return, c'est le retour scientifique. Et alors, à l'occasion de l'atterrissage de InSight, j'avais créé des cartes supplémentaires. J'avais créé le sismomètre SEIS et j'avais également créé l'instrument ChemCam, donc qui peut très bien voilà, faire office de supercam en remplaçant éventuellement la couleur du laser. Donc des cartes dont je pourrais vous envoyer enfin sur un fichier Word ou PDF, voilà, je pourrais vous envoyer ces cartes si vous voulez les imprimer. De toute façon, tout cela sera sur le site de mars 2020 éducation. Et pour terminer, une photo des élèves en action, donc ce matin, hein, c'est vraiment très récent. Voilà, bah, j'ai fini un peu plus vite que je ne pensais, ce qui nous laisse du temps pour des questions.
Ben, merci Thomas pour cette présentation. Je suis déjà jaloux de ton petit robot en Lego là. Ah ouais, hein, t'as vu? Ouais. C'est le roi, le robot Lego Curiosity. Il est magnifique. Il y a une question de Benjamin. D'où provient le plutonium utilisé dans Persévérance? C'est une bonne question. Alors là, l'information, je ne veux pas dire de bêtises, ils ont un stock de plutonium 238 qui est dédié justement aux missions spatiales. Après, honnêtement, je ne sais plus exactement si c'est du plutonium qui était à usage militaire et qui avait ensuite été réservé pour le spatial ou si c'est du plutonium enrichi justement pour le spatial. Enfin, à mon avis, on peut trouver la réponse sur Internet. C'est vraiment une question piège, ouais. Ouais, c'est vraiment une question piège parce que voilà, là aussi, j'avais entendu parler qu'il y avait un stock en fait de plutonium 238 qui allait bientôt être écoulé. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour la suite? Est-ce qu'il faudra reproduire du plutonium 238 ou non? Il y a des Oui, questions c'est exactement environnementales ça. également qui se posent d'envoyer une mission Ah, il y a dans un Alain endroit. qui prend la parole. Alain? Oui, oui, c'est pour compléter ta réponse, Thomas, oui. C'est vraiment du plutonium à l'usage d'exploration spatiale. Il D'accord. y a très peu en fait, de pays qui le maîtrisent et l'Europe n'a pas cette maîtrise, hein. Il n'y a que D'accord. les États-Unis et peut-être les Russes. Ok. Merci Alain. D'autres questions pour Thomas? Il y a Benjamin qui est désolé. C'est pas de souci, hein. Ne t'inquiète pas, de toute façon, il va faire une présentation après. On pourra Exactement, lui poser je des me questions. vengerai. Je vois Une que... Oui, vas-y, vas-y. une question de Karim. Quels ont été les résultats du jeu de cartes? Alors, en fait, la première fois que je l'avais mené, ça avait vraiment bien marché. C'est-à-dire que j'avais eu un peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le jeu de cartes, là, je peux vous montrer par rapport à la caméra, voilà, on voit le jeu de cartes qui est quand même assez, qui contient vraiment beaucoup de cartes, hein. Il y a vraiment moyen Ah, de tu faire l'as pas fait mal de choses. plastifier, c'est bien. Ouais. Ouais. Et les élèves adorent déjà le fait de travailler en groupe. Là, je les ai mis par groupe. Nous, on avait de la neige, hein, enfin, on a eu une alerte neige, mais il n'y a pas eu de neige finalement. Bref, les transports scolaires n'ont pas fonctionné, ce qui fait que j'ai eu moins d'élèves que prévu et j'ai pu les mettre en petits groupes et vraiment m'occuper efficacement de mes élèves. En tout cas, voilà, si on fait par groupe de 3 ou 4, ça marche vraiment bien. Les élèves s'amusent déjà à identifier chaque carte, à lire en anglais, à essayer déjà entre eux de s'interroger sur la signification de chaque carte. Identifier certaines cartes qui sont essentielles, comme par exemple le bus informatique, enfin en tout cas au niveau de l'ordinateur du robot. Il y a des cartes obligatoires, je pense aussi au bouclier thermique, on ne peut pas y échapper, le parachute. Donc les élèves identifient ça. Ils vont donc concevoir leur mission. Ils sont vraiment comment dire, très actifs lors de cette conception. Il y en a qui ils vont échanger énormément entre eux. Certains, c'est plus au niveau scientifique. J'ai une classe qui n'est pas vraiment scientifique, notamment en première, hein. C'est une classe plutôt de, je dirais, littéraire, économique, si on prend les anciens termes. Et là, dans cette activité, ils se sont vraiment énormément impliqués. Certains voyaient pas trop le côté scientifique, mais plutôt le côté fun. Donc ils vont dire, ah, on va mettre un bras robotique et puis au bout une perceuse. Et c'est marrant, ils reproduisent un peu le robot Curiosity, des rétrofusées parce que ça fait fun. Enfin voilà, c'est assez amusant. J'ai pas eu, bon là ce matin j'avais que 3 quarts d'heure pour le faire. J'ai pas eu le temps de terminer, mais sur une phase de projet, comme on voit, il y a le projet numérique là en classe de première. Pour moi, c'est une bonne façon de commencer ce projet et puis ensuite de le décliner sur d'autres expériences comme des fusées à eau, des petits capteurs Arduino ou autres pour pouvoir imaginer des amorces d'instruments qui simuleraient ce qu'il y a sur le robot, par exemple. Mm. Hum, hum, C'est un bilan très positif en tout cas. ça a l'air. Une question d'Alain. Quelle est la durée pour l'activité du bouclier thermique? Euh, ouais, il faut consacrer, c'est une résolution de problème, il faut consacrer 1 heure. Ouais. Disons qu'avant, en amont, évidemment, on a abordé le cours. On a abordé des exercices assez simples. Donc là, il y en a pour à peu près 1 heure et demie sur les notions de cours sur le flux thermique, la résistance thermique, la conductivité thermique. Tout ça, je le fais avant sur des exercices vraiment concrets avec comment isoler une maison. On rajoute des plaques de polystyrène sur une maison. C'est des exercices très classiques sur la résistance thermique. Ça prend 1 heure et demie. Et puis ensuite, cette résolution de problème, je dirais qu'en 1 heure,
Alors là, j'ai mis une version peut-être un peu technique avec les théorèmes de l'énergie cinétique, etc. Dans la version que j'ai proposée à mes élèves, c'était un peu raccourci. Si on veut aller plus loin et leur faire travailler sur la justification du fait qu'on néglige le travail du poids, par exemple, là, il y a besoin d'un peu plus de temps. Ça permet aussi de retravailler des notions qui auraient été vues à un autre moment dans l'année. Donc, on va faire un peu de spiralaire, une approche spiralée. Ouais. Ok, ben, merci Thomas. Bah, de rien. Ouais, c'était vraiment passionnant, tes activités. J'enverrai tout ça, là. Il y en a certaines que je n'avais pas encore finalisées. Je t'enverrai tout ça et ce sera sur le site Ouais, je le pour mettrai les sur le enseignants. site. D'ailleurs, je crois que c'est Hélène qui m'avait demandé quand est-ce que ça sera sur le site. D'ici la fin de semaine, je pourrai récolter Oui. les activités et toutes les mettre. Le lien. Marianne, je verrai pour le lien. S'il n'est pas actif, je verrai pourquoi il n'est pas actif. Mais je m'en charge.